Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un artiste autodidacte, touche à tout, qui puise son inspiration dans l'environnement médiatique, politique et culturel. Dans son atelier de Dolce Acqua, il détourne avec brio les images et le réel en articulant une critique de la société où l'humour se greffe à l'insolite. Bonjour Anthony Alberti. Bonjour Geneviève. Est-ce que je dis Anthony Alberti ou Mr. Wanties en fait ? Je pense qu'on a une dualité. Et étant graffiti artiste à l'origine, j'ai utilisé ce pseudonyme-là justement pour rompre avec Anthony Alberti et exister sous une autre identité. Eh oui, parce que, alors, moi, d'aussi loin que je me souvienne, et ça fait un moment qu'on te suit, je pensais que tu faisais du street art en fait. Oui. L'image que j'avais de Mr. Wanties ou d'Anthony, c'était quelqu'un avec sa bombe ou qui faisait, qui figurait quelque chose dans la rue. Oui, au départ ça a été ça. Je crois qu'entre mon premier graffiti, le moment où j'ai quitté mon travail, entre 2004 et 2011, j'ai fait plus de 800 murs dans des endroits abandonnés, etc. 800 murs, c'est bon ça. Ça fait beaucoup. Ouais, ça veut dire que tu as vraiment un truc qui te pousse à exprimer des choses. Je pense comme tout autodidacte, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est au fur et à mesure. C'est de l'entraînement, tu veux dire ? Exactement. Et la première fois que j'ai utilisé une bombe de peinture, donc c'est un ami à moi qui m'a dit de faire le mur de l'école. Et je suis parti avec lui, on a peint dans les rues de Toulon, j'ai fait quelque chose d'horrible. Et de cette soirée-là, en fait, le fait de peindre est quelque chose qui m'a vraiment happé. Ouais. Et je me suis dit que j'arrêterais pas de peindre tant que j'aurais pas la capacité de peindre ce que j'avais dans ma tête. Et du coup, j'ai toujours pas arrêté. Donc ça veut dire que ma tête va toujours plus loin que mes mains. C'est vrai ce que tu dis, la tête va plus loin que les mains ou pas, on sait pas. Parce que Picasso disait toujours qu'il dessinait plus vite qu'il pensait. Oui, parce que je pense qu'il avait la faculté aussi de faire toutes ces séries qu'il avait fait, des dessins au trait, où il y avait un côté spontané. La spontanéité, on l'a dans certains travaux, du moins pour ma part. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus élaborés, réfléchis, avec une idée de véhiculer un message, etc. Ouais, parce que là, c'est ce que tu as entrepris depuis... ça fait quelques années déjà, avec Céline Cotalorda et le Comité pour les droits des femmes, mais pas que, de faire des œuvres qui sont des œuvres conceptuelles, qui véhiculent un message et qui rassemblent, en fait. Exactement. Ce ne sont plus des œuvres uniquement à toi, en fait. Non, en fait, ce qui était intéressant par rapport à cette collaboration que j'ai avec Céline depuis... du coup, le comité a été créé fin 2018 et on a commencé ensemble dès le 8 mars 2019. Et au départ, donc, on avait utilisé le médium de la photographie pour véhiculer certains statements où chaque personne tenait une pancarte avec un message fort et l'engager de sa personne. Et ensuite, j'ai dit à Céline, mais pourquoi pas en fait mettre la main à la pâte des gens, à savoir que c'est toujours intéressant de voir des novices, des profanes, des gens qui sont pas du tout adeptes de mon médium. C'est l'autodidacte qui parle là. Oui, et en fait j'ai trouvé ça toujours chouette dans le sens où à chaque fois que les gens viennent me visiter dans mon atelier, je leur fais un peu vivre la même expérience que j'ai vécue moi en 2004. Ouais. Je leur donne une bombe de peinture, des gants et je leur dis on y va. et donc Ah oui, mais moi j'ai vu ça sur la place du Palais. Tu as fait ça aussi avec pour le centenaire. Le couple princier, les enfants. Exact, et 100 personnes justement pour 100 symboliser les 100 ans le centenaire du prince régnier. Et je trouve ça toujours... On avait fait la fête de la danse aussi, où je crois que c'est la plus grosse performance que j'ai faite comme ça. En plus, en fauteuil roulant, c'était encore du jamais fait pour moi. On a fait peindre 400 personnes en 4 heures pour faire 4 œuvres de 2 mètres par 2 mètres, qui étaient des œuvres collectives qui symbolisaient l'engagement de tout le monde autour de la danse. Tu as mentionné le fauteuil roulant, je suis obligée de te demander... Donc, comment tu t'es remis de ton accident ? Parce que, rappelle-moi la chronologie, parce que je ne suis pas sûre que je ne vais pas faire une bêtise en disant 2020, mais... Non, l'accident, il était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2023. 2023, justement, changement d'atelier en 2021, avec cette aventure de Dolce Acqua. Et en fait, j'étais en train d'enlever des panneaux au plafond. Et j'étais sur une échelle et l'échelle a ripé, donc du coup je suis tombé de 4,80 m et j'ai le talon qui a explosé en 9 morceaux. Aujourd'hui c'est une œuvre d'art, il y a 9 vis dans mon talon et j'ai dit au chirurgien que le jour où il me les enlèverait, je ferais une œuvre d'art avec ces vis. Donc j'essaye d'aller
de l'avant avec ça. Ça te donne une perspective, ouais. Ça c'est sûr. Comment... parce que là, on va sortir du cadre artistique, mais j'imagine qu'il faut gérer la douleur. Je suis hyper actif. En même temps, je suis entre guillemets jeune papa, puisque j'ai un petit garçon. Ouais. De me retrouver en fauteuil roulant avec la jambe toujours raide pendant 7 mois, c'était assez compliqué. Mais le truc qui est assez rigolo, c'est que des fois, j'ai des projets, donc j'ai rien annulé de tout ce que j'avais à faire. À savoir que quand je suis tombé, j'étais en chemin, puisque c'est moi qui ai conduit jusqu'à l'hôpital de Monaco depuis Dolce Acqua avec ma voiture. Et j'ai appelé les gens pour qui je devais faire une réalisation la semaine d'après. Et je leur ai dit, écoutez, louez une nacelle. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, vous comprendrez. Et du coup, une semaine après, je suis arrivé avec mon fauteuil roulant et j'ai peint un décor avec mon ami Kotek de 36 mètres sur 6 mètres de haut avec mon fauteuil roulant sur une nacelle élévatrice. Bon, en même temps, on peut peut-être imaginer que ça peut rentrer dans le livre des records. Hein. Moi, je ne sais pas si tout le monde a fait des œuvres aussi grandes. Enfin, s'il y en a beaucoup qui ont fait des œuvres aussi grandes dans une nacelle, dans un fauteuil roulant en même temps. Enfin, bon, après, j'allais pas chercher. Tu cumules les difficultés quand même. Hein. J'allais pas chercher le record, mais surtout, je pense que l'état d'esprit que j'ai et qui m'habite, c'est de jamais abandonner, peu importe ce qui nous arrive. Je disais ce matin, tant que je respire, je respire. Ah, je sais plus qui était là à ta place et qui me disait l'espoir, c'est ce qu'on devrait toujours avoir. Revenons au départ, donc autodidacte. Est-ce que toi, déjà, tu sentais que tu avais quelque chose qui te permettrait d'exprimer comme ça ? Non, on va dire qu'à chaque fois que j'ai eu une passion, ça a été quelque chose de dévorant et je suis un peu extrême dans ce que je fais. Avant de faire du graffiti, je faisais du snowboard et j'avais eu déjà... C'est pas exactement pareil, monsieur. Non, j'avais eu un premier accident et en fait, c'est le fait d'avoir eu cet accident-là qui m'a permis, entre guillemets, de découvrir le graffiti puisque je n'étais plus capable de faire du snowboard à cause de mon problème. Là, j'imagine qu'avec le talent, t'en fais plus du tout. Là, il semblerait que je pourrais courir peut-être d'ici 1 an. Donc peut-être qu'on retournera sur les pistes ensemble. Ah bah oui. Là, à chaque fois, tu parles d'un événement qui a chamboulé la route sur qui a arrêté la route sur laquelle tu t'étais toi-même mis. Parce que quand tu dis je faisais du snowboard, c'était ma passion, je faisais que ça. Et tu as un accident, il faut que tu trouves autre chose. On a l'impression qu'il y a une petite boulimie quelque part, ou en tout cas, toi tu parles d'hyperactivité, en tout cas, tu as besoin de quelque chose qui te porte. Alors du coup, je dirais pas que c'est moi qui suis allé chercher les choses, c'est que je pense que la vie est une succession d'événements qui se présentent à nous. Et, des rencontres aussi. Aussi, exactement. Et il faut les saisir ou pas, et ce graffiti, entre guillemets, a changé tout le cours de ma vie. Mais là, immédiatement, quand tu le fais, tu te dis, c'est ça que je veux faire. Pas du tout. À l'époque, j'étais en terminale S option maths, après je suis parti faire une faculté de psychologie à Nice. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que voilà, c'est varié. En fait, il y a des choses que, comme tous les enfants, on va par exemple choisir un cursus scolaire au départ parce qu'on est emmené par nos parents ou par les personnes qui nous ont élevés. Et ma tante m'a toujours dit il faut se donner le maximum de cartes dans son jeu pour pouvoir réaliser nos rêves. Et du coup, l'idée de ce bac scientifique à la base, c'est parce que je n'étais pas mauvais dans les matières scientifiques, mais j'ai toujours voulu faire à l'origine une faculté de psychologie, parce que j'avais envie d'aider les autres, et notamment les enfants à la base. Et bon, la vie a fait que j'ai eu ensuite un changement de parcours. Je suis parti vivre à Rome, là-bas je travaillais dans un hôtel de luxe, et en rentrant, j'ai fait une école hôtelière. Mais j'ai gardé toujours cet aspect de la psychologie, c'est-à-dire que la psychologie, c'est mon métier de tous les jours. Ce contact que j'ai avec les enfants, les gens qui viennent dans mon atelier, j'appelle pas ça de l'art-thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, mais je peux assurer une chose, c'est que les gens qui viennent à l'atelier, peut-être au début ils viennent avec certaines appréhensions, mais en tout cas je peux garantir que 100% des gens qui s'en vont ont le sourire. Parce que tu fais des ateliers dans l'atelier, c'est ça ? Ouais, j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que, comme je disais, les gens qui viennent visiter un atelier d'artiste, il y a toujours ce truc un peu mystique, on va voir l'atelier d'un artiste. Moi, en fait, je mets les gens tout à fait à l'aise. La grotte. Exactement. Et en fait, avant même qu'ils voient mon travail, puisque je les fais pas, je les accueille pas pour ça, je leur fais vivre cette expérience que j'ai vécue. Ils graffent ? Ouais. Ah ouais. Si tu fais le voyage jusqu'à Dolce Acqua, j'aurai le plaisir de te faire peindre. Alors attention, là c'est loin. C'est loin d'ailleurs. C'est 35 minutes. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que tu as envie de prendre cette distance ? À la base, c'était pas réellement un choix. J'avais un atelier qui était à Roquebrune-Cap-Martin. Ouais.
Et donc Covid, pas Covid, etc. Oh là Changement. Mon atelier était une serre, donc il y avait pas mal de contraintes aussi. Il était très chaud, l'hiver très froid. Et donc j'ai cherché à faire l'acquisition de quelque chose dans lequel j'aurais pu me projeter, aussi bien pour avoir un lieu pour montrer mes œuvres, un lieu pour fabriquer mes sculptures de grande ampleur, etc. Et j'ai rencontré Dolcea, quoi. J'en ai visité 40. Hein. Ah oui. Et puis j'ai trouvé cet atelier-là qui était complètement abandonné. J'ai emmené mon père le voir et il m'a dit c'est un cauchemar. Et du coup j'ai dit alors si c'est un cauchemar, c'est pour moi. Ouais. J'ai dit c'est celui-là. Et de même manière que je travaille principalement avec des matériaux recyclés, j'ai vu cet atelier-là comme quelque chose avec un énorme potentiel. Je suis arrivé, il y avait des voitures brûlées sur l'atelier, c'était abandonné depuis 10 ans, il y a avait des matelas par terre. C'était pas un atelier d'artiste? Pas du tout, c'était une ancienne ferronnerie qui était partie en faillite dans les années 2010. Et du coup, je me suis projeté. Je suis arrivé là, j'ai visité cet atelier-là, je suis rentré chez moi, j'ai dessiné qu'est-ce qu'il allait devenir. Et aujourd'hui, malgré l'accident, on a réussi à le rendre tel que mes dessins. Malgré l'accident, c'est-à-dire malgré le fait que tu as passé... Alors combien de mois? En tout 7 mois, tu m'as dit 7 mois en fauteuil roulant. 7 mois en fauteuil. Et là, j'ai abandonné les béquilles il y a 15 jours. Comment on fait pour aménager un atelier quand on est en fauteuil roulant? Alors on a de l'aide? J'ai mon meilleur ami qui est avec moi. Et on a beaucoup de chance, c'est que notre atelier est de plein pied. Ah oui, c'est ça. Donc ça, déjà, c'est un avantage. Heureusement. Après, pour tout ce qui était en hauteur, j'ai évité de remonter au plafond. Tu n'avais pas une mezzanine. J'ai évité ça. Mais c'est un challenge, en fait. Fauteuil ou pas fauteuil, il fallait continuer les travaux, il fallait continuer. J'ai fait le tirage au sort de l'UEFA, où en fait, on m'a demandé de customiser 300 paires de chaussures au mois d'août. Et moi et un ami à moi, artiste, qui venait de se casser la jambe 15 jours avant, on est arrivés tous les deux en fauteuil pour customiser 400 paires de chaussures. C'était assez génial. Une blague ou quoi? Surtout que lui, c'était la jambe droite, moi, c'était la jambe gauche. Et c'était assez intéressant de voir que deux boiteux pouvaient faire des paires de chaussures pour des gens qui n'avaient pas de problème. Ouais. Vous avez customisé 400 paires de chaussures? Dans l'après-midi. Et en même temps, on faisait peindre 200 personnes aussi. Il y a quand même, pardonne-moi, hein, je veux pas te... Mais il y a quand même une question que je me pose, c'est sur des timings aussi contraints, avec des volumes aussi importants, est-ce qu'à un moment donné on perd un peu le feu ou pas? Là, on va dire, pour avoir évolué beaucoup dans la restauration, quand c'est le feu, c'est le feu. Donc tu prends le feu, c'est le coup de feu, faut le vivre, c'est la vague comme on appelle, faut la surfer. Donc tu la surfes. Après, tu customises pas 400 paires de chaussures en 5 heures de temps comme tu vas faire une paire de chaussures en 7 jours comme font les artistes qui font du custom shoes. Hein, je me suis pas mis à réaliser des Mona Lisa sur chacune des paires de chaussures, mais j'avais fait un principe d'automatisation où en fait chaque personne qui venait avec sa paire de chaussures avait une espèce de menu où chacun écrivait un mot qu'il avait envie de voir sur la chaussure ou un symbole, etc. Et donc ça se composait comme ça. Donc on a plutôt bien organisé le truc et c'était bien huilé, quoi. C'est étonnant. Mais on revient encore à l'idée de l'œuvre plurielle, hein, pas de l'œuvre de l'artiste seul, puisque le mot, c'est pas toi qui le choisis. J'imagine que la couleur, c'était pas toi qui la choisissais non plus. Surtout quand c'est de la custom. On réalise quelque chose selon le bon vouloir de celui qui nous le demande. Et donc il y a toujours ce principe de contrainte, mais je pense que c'est un cahier des charges quand tu es artiste et que tu dois faire. Quand j'ai réalisé la façade du lycée Saint-Exupéry à Saint-Raphaël, j'ai envoyé mon esquisse, et puis là j'ai eu les Bâtiments de France qui m'ont dit tu peux pas utiliser ce orange là parce que à 500 mètres il y a un clocher qui est classé, donc il faudrait que tu choisisses un autre orange. Ensuite j'ai eu le retour des héritiers de Saint-Exupéry qui m'ont dit qu'ils trouvaient que la composition que j'avais faite était super, etc. Donc en fait, peu importe ce que tu fasses, ce qu'on entreprend, l'idée, parfois c'est un challenge aussi de répondre à des cahiers des charges différents. Parce qu'on a quand même l'idée, je ne sais pas si c'est une idée un peu préconçue, mais on a quand même l'idée que le graffiti ou le street art, c'est beaucoup plus libre. Et là, tu es en train de nous dire que finalement, non. Parce que ça, c'est pas des travaux du graffiti ou du street art, en fait. C'est, entre guillemets, quand je réalise mes œuvres ou quand je monte une expo, comme j'ai fait, et j'avais une expo au musée de la Galerie Olympia, qui est un musée qui est dans une ancienne prison sur le port de Nice. Sur le port de Nice, oui. Exactement. J'avais exposé 120 œuvres complètement libres, et j'avais décidé d'appeler mon expo Reality Show pour dénoncer toutes les réalités auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'acteur, parfois en tant que victime.
Et là, c'était un travail complètement libre, dans le sens où c'est mes thématiques, la manière dont j'ai eu envie de les représenter, etc. Après, demain, on arrive sur un projet avec un appel d'offres, on donne un cahier des charges, on dit il y a telle thématique, il faut travailler avec telle palette de couleurs. Et donc, ça devient un challenge de se dire, je vais projeter ma vision, puisque c'est toujours ma vision à moi, mais par rapport aux outils qu'on va me donner. Un peu comme quand un chef de cuisine arrive et qu'on lui donne un panier, on lui dit, t'as ça comme... T'as ça comme ingrédient, ouais. Et maintenant, c'est à toi de faire une recette. Donc, je pense que le chef est toujours le chef. C'est peut-être pas... Ouais, c'est ça que j'étais en train de me dire en t'écoutant, parce que je me dis, à quel moment l'artiste a l'impression que c'est plus lui qui décide? En général, quand il y a des projets où, par exemple, tu as quelqu'un qui vient, il me dit, je voudrais, alors que tu me peignes ça, avec le haut, avec telle couleur, avec le bas, avec telle couleur, ce que je fais, c'est que je sors toute la palette dans l'atelier, je sors une toile vierge, et je lui dis, écoute, tu l'as tellement bien en tête, il n'y a plus qu'à le réaliser. Parce que je pense que c'est important de garder son intégrité par rapport à son travail. Et étant donné que je suis plutôt... on va dire assez pas droit dans mes bottes, mais dans le sens où je suis s'il y a quelque chose qui va pas me convenir par rapport à un projet, je vais d'une ou pas postuler, ou de deux arrêter ce projet là, parce qu'en fait j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne me correspond pas. Il y a très longtemps en arrière, c'est assez rigolo, il y avait une expo en 2010 que j'avais gagnée à la galerie L'Entrepôt, et donc j'avais exposé des œuvres et j'avais fait un truc. J'avais peint un Mickey Mouse habillé avec un short Vuitton réalisé à partir d'un sac déchiré que j'avais trouvé à côté d'une poubelle de la rue Grimaldi, sur un fond de billet de $1. Et en fait, j'avais appelé cette œuvre Consume, et d'ailleurs au-dessus de cette œuvre-là, le C était un C de Coca-Cola, le O de Apple, etc. Ouais. Et quand j'ai réalisé cette œuvre-là, je dénonçais une vision que j'avais peut-être de la société future. Aujourd'hui, on rentre dans n'importe quelle galerie d'art, on va voir que c'est devenu un fonds de commerce de faire des Mickey Mouse habillés en Vuitton avec du Suprême derrière, ou comme on voit tous ces grands barils avec des logos Lamborghini, Louis Vuitton, Hermès, etc. Donc en fait, si par exemple demain quelqu'un vient avec cette demande-là, je ne saurais y répondre parce que ça ne me correspond pas du tout, quoi. Vous disant que ça ne te correspond plus, oui. Non, mais en fait, ça m'a jamais correspondu. C'est-à-dire que quand c'était pas le concept, toi, c'était autre chose. En fait, quand j'ai réalisé cette œuvre-là, c'était pour dénoncer quelque chose, de se dire, je pensais pas en fait de me dire que 10 ans plus tard, ce que moi j'avais dénoncé dans une œuvre, ça deviendrait un fonds de commerce. Donc c'est assez intéressant, et parfois c'est un peu le serpent qui se mord la queue. D'ailleurs, ça m'inspire juste une question, même si il s'agit pas de porter un jugement sur ce que font les autres, mais il y a de plus en plus de collaborations de marques avec des artistes. Donc ils allient leur message, leurs valeurs avec un artiste à qui ils demandent des interprétations, soit directement sur leurs produits, soit en marge de leurs produits, etc. Est-ce que tu penses, toi, que c'est une expression artistique toujours autant? En fait, tout dépend du cahier des charges, entre guillemets, qui est établi. On revient à ça, parce que, par exemple, j'ai fait un travail pour une compagnie qui s'appelle Esté Dupont, qui fabriquait des briquets, des stylos, etc., qui est assez institutionnel, où pour leur 150e anniversaire, j'ai créé donc un prototype de quelque chose qui est devenu un élément signature, et donc ils avaient un cahier des charges tellement grand, avec des délais tellement courts, et qu'au final on a réalisé ce prototype-là. Au final, on n'est pas allé au-delà, c'est-à-dire on n'a pas décidé de le sortir en série ni quoi que ce soit, mais c'était intéressant pour moi de travailler un nouveau support, mais parfois en fait les délais que les gens nous demandent, c'est comme si je t'appelle et je te dis au fait tu peux me faire quelque chose pour hier. Il faut laisser le temps de la réalisation, le temps de la réflexion, et parfois en fait les gens se rendent pas compte qu'il faut un certain temps pour faire les choses. C'est ça, je me disais aussi, est-ce que tu es plutôt rapide ou pas dans l'inspiration? En général, l'inspiration, elle est plutôt directe, c'est-à-dire on va me parler de quelque chose, peut-être même pendant qu'on est en train d'en parler ensemble. Ça t'inspire, je vais avoir une idée que je vais écrire, et parfois il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que être artiste, avoir des idées, c'est bien. Savoir les matérialiser, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir 1000 idées, mais après savoir comment les réaliser. Donc en général, quand je fais un dessin, une esquisse qui part d'une idée avec un process, j'ai toujours une page en face où je rédige la mise en œuvre
exactement pour le réaliser. Et je pense que c'est ça plutôt mon truc à moi. Si je dois être riche de quelque chose aujourd'hui, c'est d'arriver à matérialiser ce que j'ai dans ma tête. Ouais, parce qu'on dit toujours que la vraie bonne idée, c'est celle qui peut devenir réalité. Donc ça veut dire que tu as beaucoup d'idées que tu n'arrives pas à matérialiser. Parfois, c'est des questions de coût. Ah ouais. Il y a ça aussi, hein. Quand on est artiste, il y a toujours une question de coût quelque part à un moment donné. À part si tu t'appelles Picasso, mais sinon, non, mais n'importe quel projet. La façade quand j'ai réalisé la façade d'Unibox, le projet Inside Out en 2016, c'était 32 000 euros, sans sponsoring. Ouais. Donc il faut se permettre de se dire je mets 32 000 euros dans un projet où j'aurai aucun retour financier. Là, je suis sur des concepts de sculpture, fonte de bronze, fonte d'aluminium, réalisation du moule, le coût d'un tirage. Le premier tirage est toujours celui qui coûte le plus cher puisqu'il y a la matérialisation du moule. Et ensuite, sur le nombre de tirages, c'est étalé, entre guillemets, donc les coûts se répartissent. Mais en général, quand on fait des bronzes, on réalise ça, si on veut les garder sur le terme de multiples originaux, en 8 plus 4. 8 pièces numérotées de 1 à 8 et 4 numérotées de 1 sur 4 EA, épreuve d'artiste ou AP pour les Anglais, pour Artist Proof. Et produire 12 pièces en bronze, ça a un certain coût. Donc souvent les artistes, qu'est-ce qu'ils font ? Au départ, ils ont les fonds pour faire le master, moule. le premier moule, un tirage. Et en ayant vendu la première pièce, ensuite ils rappellent le fondeur pour faire d'autres tirages. Mais du coup, ça rend les délais beaucoup plus... faire 12 pièces directement, c'est plus difficile, ouais. C'est pas plus difficile, c'est que c'est plus onéreux. Donc il faut se permettre aussi d'avoir cette manne financière pour pouvoir le faire. Et en fonction de la taille des pièces, c'est des choses qui peuvent être exponentielles. Ouais. Est-ce que tu dirais que l'art est encore soutenu aujourd'hui ? Bien sûr. Ouais. En fait, les gens me disent souvent, oui, tes clients. Alors je vois pas les gens qui ont acheté mes pièces comme des clients. Déjà, je les vois comme des ambassadeurs. Ouais. Parce que qui peut mieux parler en fait du travail de quelqu'un que quelqu'un qui a décidé de le soutenir, et d'avoir une pièce à lui dans sa maison, dans son bureau, etc. Et je remercie les gens qui me soutiennent depuis des années parce que ça fait plus de 13 ans que c'est mon métier et qu'au départ, je ne savais pas que ça allait être un métier. Pour moi, c'était un peu une aventure folle. Ouais. J'étais dans une agence immobilière à Monaco. J'ai dit aux gens avec qui je travaillais que tu deviendrais artiste. Non, que j'allais tenter une aventure. Au départ, je suis parti pour une aventure d'1 année et cette année ne s'est jamais arrêtée. Ouais. C'est un luxe quand même de pouvoir vivre de ce qu'on aime, non ? C'est déjà un luxe d'avoir le choix et de se donner les moyens de le réaliser. Après, c'est beaucoup de sacrifices dans le sens où les gens se disent « Ouais, mais t'es artiste, tu fais plein de trucs et tout ça. » Mais aujourd'hui, on est dans un circuit où en fait, on a tous besoin de gagner notre vie. Et en fait, je fais beaucoup de projets avec le cœur. Il y a énormément de projets que je fais avec les enfants malades, avec les causes que je soutiens, etc. Où c'est des choses à fond perdu. Certes, c'est un temps passé, c'est un bonheur, puisque c'est un partage et un échange qui est, je pense, au centre de ma démarche, ce côté d'échange et de partage avec les autres. Mais après, parfois, il y a des projets extraordinaires. Un jour, la SMO m'appelle et ils me disent « Waouh, il y a un couloir borgne que personne ne voit, à part les gens qui travaillent pour nous. Il fait 40 mètres. 40 mètres. Il est au moins 4, dans les sous-sols de Fontvieille. Est-ce que tu pourrais réaliser une œuvre ?» Moi, du coup, je dis « Oui, bien sûr. » Donc, je fais une esquisse. Et à ce moment-là, il y a eu un changement au ministère. Donc Madame Gramalia est partie et Céline Caron est arrivée. Et en fait, les esquisses que j'avais faites au départ qui convenaient à une vision ont évolué. Donc j'ai refait toutes mes esquisses et puis au final, cet endroit-là devait être inauguré à une date qui était le 22 janvier. Et on me donne le go le 23 décembre. Mais en fait, moi, ne serait-ce que pour commander le matériel, je crois que j'ai le matériel qui est arrivé le 10 janvier. Et là, je me souviendrai toujours du directeur d'exploitation qui me dit « Bon, Alberti, on annule parce que tu n'auras pas le temps de le faire. » Ouais, 22 janvier, ça fait trop court. Et je l'ai fait en 6 jours. Mais t'as pas dormi ? Non. Ben voilà.
Et moi j'ai dormi à coup de 3 heures. Ouais, c'est du 8-8, en fait, du 3x8 ça. Et puis c'était assez rigolo parce que j'ai réalisé un couloir anamorphique. C'est que le principe de l'anamorphose, en fait, c'est de créer une œuvre qui se voit à partir d'un point donné. Ouais. Et comme c'était un couloir de passage où l'entrée se fait toujours par le même endroit et la sortie donc est toujours l'endroit de l'entrée, c'était intéressant de voir ce couloir où on est dans une station d'épuration. Ouais. Vous avez tous ces problèmes olfactifs, etc. Peindre dans ces conditions, c'est parfois pas facile. Et donc, il faut se projeter et se dire, je vais faire une réalisation qui va plaire déjà et qui va avoir du sens. Donc, en fait, j'ai réalisé des photos des gens qui travaillaient là, avec leurs mains qui actionnaient justement certaines machines qui permettent de rendre cette eau claire et qu'elle puisse être ensuite rejetée au large en étant dépolluée, entre guillemets, de tout toute notre action. Bah oui. Et donc, j'ai réalisé cette fresque-là où cette fresque commence avec des bleus très foncés et vient jusqu'au blanc. Et donc, quand on prend le couloir à l'envers, on voit rien du tout. On voit du blanc avec un dégradé qui part vers des petites choses dessinées. Et ensuite, quand on se met face à cette ouverture-là, on a un dessin dans lequel on est immergé. Et oui, parce que du coup, c'est pas une œuvre publique. C'est pas une œuvre publique, mais ça a été inauguré avec Monseigneur, avec la Générale des Eaux françaises, qui est aussi partie prenante de cette centrale d'épuration, qui est une des plus avancées, je crois, peut-être d'Europe au niveau de tous les mécanismes et de tous les investissements qui ont été réalisés. C'est important pour toi de mettre ta patte sur des projets d'envergure ? En fait, je dirais que ça dépend du projet. En fait. Là, c'était quelque chose qui avait du sens pour moi, une centrale d'épuration des eaux. Je suis très proche de l'écologie. J'essaie de m'y investir de plus en plus de par mes actions et de par ma manière de travailler. Je crois que tu avais fait ça aussi pour le festival de street art avec Cinzia aussi. En fait, depuis la création de YouPow, qui maintenant s'appelle YouPaint, j'ai la chance d'être avec Cinzia et Alberto dans cette aventure-là. Et donc chaque année on évolue et à l'origine en fait les fonds de cette vente aux enchères sont reversés pour la plus grande partie à la Fondation du Prince Albert II pour justement des causes écologistes. Parce que l'écologie, pas seulement, tu fais aussi les droits des femmes, on vient d'en parler, tu as fait le centenaire Agnès III, c'est quand même, tu vas me dire, le centenaire Agnès III c'est pas un truc... Mais en fait, ça revient sur la souveraineté de Monaco, sur son... en fait, pour moi, c'est un plaisir, un honneur, etc. Puisque quand Albert Croesi m'a appelé par rapport au centenaire, il y avait eu des discussions et donc la princesse Stéphanie et Monseigneur le Prince Albert avaient, entre guillemets, souhaité que je participe de quelque manière que ce soit, exactement. Et Albert m'a appelé et je lui ai dit, écoute, je propose de faire ça. Et il me dit, où est-ce que tu veux être placé ? J'ai dit, pose la question à Monseigneur, c'est le patron qui choisira où est-ce que je dois aller. Et au final, donc, ils ont choisi de me mettre sur la place en face du palais. Et pour moi, c'était un plaisir et c'est un honneur. Et puis en même temps, c'est ma manière de rendre aussi à Monaco le fait d'y avoir été accueilli et de pouvoir continuer à faire tout ce que je fais chaque jour. Parce que tu n'es pas né ici, toi, hein ? Je suis né à Nice, je ne suis pas né très loin. Oui. Et en fait, j'ai toujours vécu entre Monaco et la région parisienne, pour le coup, puisque ma mère était à Paris, mon père était ici. Et maintenant, ça fait plus de 17 ou 18 ans que je suis ici à temps plein. Parents séparés ? Oui, mais très tôt. Est-ce qu'on en garde quelque chose dans sa vie ? Des parents qui se séparent ? Ouais. Après, tout dépend des séparations. Très tôt, tu dis donc, est-ce que tu t'en es rendu compte ? Non, mais en fait, je pense que dans toute vie d'enfant, il y a des choses qui nous marquent. Après, il y a des séparations qui peuvent être plus ou moins intelligentes et d'autres plus ou moins bien faites, oui. J'ai fait plutôt un grand écart de vie sociale. Ma mère habitait dans des quartiers qui n'étaient pas luxueux en région parisienne. Ouais. Quand je faisais 2 ans chez l'un, 2 ans chez l'autre, c'était un peu particulier, quoi. Mais c'est peut-être ce qui a fait ma force et qui fait que parfois on me qualifie de résilient. Et c'est peut-être aussi ça qui marque mon engagement par rapport à différentes causes. Ouais. Enfin, résilient certainement, parce que quand on a fait 7 mois de plâtre et qu'on pense à courir, c'est qu'on est résilient. Est-ce que aujourd'hui, après ces aventures, parce que il y a 2 gros accidents dans ta vie quand même, est-ce qu'avec ces accidents-là, tu estimes que ta philosophie de vie a changé ? En fait, je pense pas qu'elle a changé, je pense qu'elle s'est renforcée. Si j'ai un motto, ce serait never give up, n'abandonne jamais. Et en fait, j'abandonne jamais.
quoi qu'il arrive. C'est ça, tu penses, qui a été la clé de ton succès? Tu vas me dire, oui, moi je dis succès, c'est ça qui a fait la clé de ton succès? C'est ta persévérance? Je pense que être persévérant, quoi qu'on fasse, c'est quelque chose d'important. Ouais. Après, j'aime pas le mot succès. Pourquoi? Parce que oui, j'ai c'est pas pour ça encore que je l'ai mis 40. entre guillemets. Je me suis dit, j'ai vu ta tête, j'ai dit bon. Non, j'ai pas encore 40 ans. Pour moi, j'espère en avoir plus devant au niveau des réalisations que j'entreprends et des projets que je suis en train de concrétiser aujourd'hui que de ceux que j'ai réalisés. Mais chaque chose que j'ai faite m'a permis de grandir, pas au niveau d'une notoriété, mais pour moi-même, de me lancer des défis, des challenges. Je m'étais dit, un jour, j'aimerais, avant 40 ans, faire une expo dans un musée. Ça s'est passé, j'en avais pas 35. J'avais toujours souhaité créer un atelier. Je m'étais dit, j'aimerais à 50 ans avoir un atelier qui soit comme ça. Et puis la vie a fait que voilà. Il a fallu que je le réalise maintenant. Et du coup, j'espère continuer à avoir des objectifs pour m'aider à me dépasser, parce que je pense qu'il faut toujours essayer de se dépasser, de se remettre en question, et c'est ça aussi être artiste. C'est sûr, mais toi tu démarres assez jeune quand même. Donc est-ce que... Alors il y a beaucoup d'artistes qui démarrent jeunes, ça c'est pas le point, mais toi-même, est-ce que tu as l'impression que tu as déjà parcouru beaucoup de chemin? Donc comme je disais, je pense que le plus long reste à venir. The best is yet to come, comme dirait Frank Sinatra. Donc en fait, l'expérience que tu emmagasines, elle te pèse pas, quoi. Ah non, elle me pèse pas, elle est enrichissante, parce que j'avais réalisé une exposition en 2013 où j'avais fait 30 portraits, 15 portraits de célébrités, 15 portraits d'anonymes, et je les avais toutes réalisées sur des briques en bois qui bâtissaient des murs, en fait, qui construisaient des murs. Et j'étais parti d'un postulat, c'était que chaque expérience était assimilée à une brique, et tout ce qu'on vivait nous aidait à nous construire. Donc chaque personne était sur son propre mur. Au final, tout ce que j'ai vécu m'aide toujours à construire en fait le mur de qui je serai demain. Alors justement, sur ce mur, est-ce qu'il y a des repères en particulier, soit des aventures, soit des rencontres que toi tu identifies comme décisives? Je dirais la première, c'est celle avec Crashtou, mon ami de Toulon, puisque c'est lui l'étincelle qui a fait prendre celui qui te met la bombe dans les mains. Exactement. Donc ça, c'est une date importante pour moi. Une autre date, c'est 2011, le moment où je décide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont artistes, mais qui ont une autre vie à côté. Parce que c'est difficile parfois de joindre les deux bouts quand même. Oui, et puis de lâcher. En fait, c'est comme si tu étais dans une piscine et que tu sais pas vraiment si tu sais nager et que tu lâches les mains du bord. Et là, tu pars dans cette aventure qui était au départ pour une année, et puis chaque année, en fait, les aventures continuent. C'est vrai, c'est ça. Et on se rend compte qu'on nage de mieux en mieux, mais parfois on s'essouffle un peu, il faut revenir sur le bord. Donc l'autre date, ça serait 2011. Après, je dirais 2014, quand je pars faire mon expérience new-yorkaise. Là-bas, ça a été, pour moi, le retour de New York a été très difficile. Dur, ouais. J'allais te dire, le plus difficile, c'est d'aller à New York ou d'en revenir? Non, le plus difficile, c'est d'en revenir et d'être confronté à l'Europe dans le mode de fonctionnement. Parce que les États-Unis, il y a beaucoup de choses positives, beaucoup de choses négatives. Bien sûr, il y a beaucoup d'amplitude là-dessus. Comme dans tout, bien il y a sûr. deux faces. Mais je suis parti là-bas, j'avais un projet contre McDonald's, j'ai collé 4000 affiches dans Manhattan. J'ai remplacé les enseignes de McDo sur Times Square. J'ai fait des trucs de fou, en fait. Et j'avais l'impression, entre guillemets, pas d'être chez moi, parce que je suis quelqu'un de plutôt speed, en fait. Ouais. Et j'ai toujours des idées. Dès que j'en ai une, je veux ça carbure, faut la réaliser. Je suis arrivé à New York, j'ai rencontré un type à Brooklyn. On m'a fait peindre à la graffiti mecha dans le Queens qui s'appelait Five Points. Maintenant, elle a été whitewashée, ils ont démoli, ils ont fait des immeubles. Mais c'est une rencontre avec un type dans un garage. Il me dit, ouais, tu viens demain, tu peins cette façade. et après, tu rentres ici et tu décides de faire des projets. Je rentre en 2014 avec cette idée de faire la façade d'Unibox. Ouais. Ça m'a pris 2 années pour la réaliser, pour la rendre possible. La rendre possible, ouais. Et c'est ça, je pense, qui a été le plus gros... On dit toujours que aux États-Unis, enfin aux États-Unis en particulier, dans quelques endroits aux États-Unis, mais on dit toujours dans la société américaine, tout est possible, le pire comme le meilleur, d'ailleurs.
Il y a des artistes comme Armand, que j'aime énormément, qui dans un dialogue qu'il a eu avec Otto Hahn, qui était donc un écrivain, il y a eu un livre qui s'appelle Mémoire accumulée. Et dans ce livre-là, en fait, il parle aussi du fait que il n'aurait pas pu être le Armand qu'on connaît tous aujourd'hui s'il n'était pas parti aux États-Unis. Parce que tu vois toujours les choses un peu plus grandes. C'est-à-dire que non, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de limite. Ça, en fait. Sky's the limit. Quand tu arrives aux États-Unis, c'est un peu ça le leitmotiv. Et surtout, il y a un truc qui est très différent par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que tu vas aux États-Unis, tu fais un projet qui marque les gens, et les gens en fait disent I want to work with you, je veux travailler avec toi. Ici, tu fais quelque chose qui marche. Et alors, il y a toujours un peu ce principe de jalousie de l'ancienne Europe où on dit ouais, mais s'il a fait ça, c'est pour ça, et c'est parce que quand on veut pas se le réapproprier à ta place. Hein. En fait, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas connu, par exemple, ça aux États-Unis. Et ici, c'est sûr que tu es beaucoup plus confronté à ça. Ça, c'est... Après, on parle des chocs de culture, et des différences. Peut-être qu'avec un océan au milieu, on voit pas les choses sous le même angle, ça c'est sûr. Mais on a toujours l'impression quand même que l'Europe a du mal à évoluer aussi vite que le reste du monde. Après, pour certaines choses, c'est pas plus mal. Parce que quand on regarde certaines évolutions américaines, je ne les envie pas pour tout. Hein. Mais en tant qu'artiste, ici, c'est particulier. J'ai toujours été dans l'ouverture. Quoi que j'ai fait, j'ai organisé des expos collectives. Je suis artiste. Et en fait, la première expo que j'ai gagnée à l'entrepôt, au lieu de faire une expo solo, j'ai invité 25 copains à moi, avec qui j'avais peint un peu partout. Et j'ai partagé cette galerie avec eux. Il y a des gens, des fois, ils me disent « Mais t'es fou !» En fait, c'est pas que je suis fou, c'est que je pars du principe que si on monte ensemble, ça sera plus fun pour tout le monde aussi. Parce que c'est bien de prendre de l'avance sur les autres, mais en fait, c'est plus joli de monter avec les gens qu'on aime. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de choses dans le collectif. Ouais, alors ça, c'était ma question suivante. Tu vas plus vite que moi. Hein. Parce qu'on n'a pas l'image de Mr. Wanties comme de quelqu'un d'isolé, en fait. Alors que souvent, on se dit, l'artiste est seul, il n'est pas très entouré, il est pas très... Et toi, on a quand même l'impression que tu fais des équipes avec tout. Avec les gens qui viennent faire l'œuvre avec toi, avec ceux qui conçoivent les projets ou qui font appel à toi pour les projets. Parce que tu parlais de Céline et du Comité des droits des femmes. Et bon, ça fait 6 ans d'engagement quand même. Et c'est toujours un plaisir. Non, mais tu vois, il y a cette espèce d'équipe qui se forme un jour et qui traverse les époques, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour... Mais de toute façon, Alberti, l'essayer, c'est l'adopter. À partir du moment où on commence à faire une collab, on a envie de continuer. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'on continue d'écrire une jolie histoire avec Céline pour cette journée internationale du droit des femmes. Et puis, j'aime fédérer les gens dans le sens où, pour moi, c'est... Warhol avait eu quelque chose d'intéressant quand il a créé la Factory, en fait. C'était d'avoir un lieu dans lequel les gens qui avaient peut-être pas spécialement d'endroit pour pouvoir s'exprimer pouvaient venir et interagir. Et en fait, ça a créé une synergie. Et je trouve ça tellement enrichissant. Et puis, en fait, j'aime les autres. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime être avec les autres et faire des projets collectifs. Je pourrais faire que des expos solo, mais en fait, pour moi, ça serait peut-être une marque peut-être trop égoïste de faire des choses comme ça. C'est pour ça que la première exposition que j'avais réalisée, qui s'appelait Recyclart en 2012, j'avais fait une expo solo. Mais en fait, dans cette expo solo, j'avais demandé à 14 artistes de faire une œuvre chacun sur la même thématique que moi. Et il y avait un grand mur, comme un Hall of Fame, où en fait on pouvait voir leur représentation par rapport à cette thématique. Dernièrement, je viens de faire une exposition qui est encore actuellement à la Colle-sur-Loup, où à la base, la Colle-sur-Loup, Vincent Pompara, le directeur de l'Office du tourisme, m'a demandé de faire une exposition de rue. Et en fait, je lui ai dit, écoute, plutôt que de la faire seule, le budget que tu avais prévu de me donner, on va le diviser en 14. On va faire un appel à projet pour donner la parole aux jeunes artistes. À tout le monde, peu importe l'âge que tu as, en fait, mais jeune dans ta création ou moins jeune. Et en fait, ils ne pensaient pas au départ que ça allait fonctionner. Et on avait 14 places, on a eu plus de 100 demandes. Et du coup, je lui ai dit, on va en sélectionner 14, mais par contre, les 100, je ne veux pas les mettre au rencard. On va faire un Hall of Fame. Et tous ceux qui n'ont pas été maintenus dans cette exposition en tant que ceux qui étaient payés, entre guillemets,
mais pourront venir exposer aussi leurs travaux. Et du coup, comment tu as fait pendant le Covid? Parce que pendant le Covid, on sait tous, alors à quelques exceptions près, malheureusement, enfin, ou heureusement, ici à Monaco Info, on ne pourrait pas témoigner, mais beaucoup d'entre nous se sont retrouvés isolés. Pour le coup, donc, j'étais peut-être isolé des autres par rapport aux expos collectifs que je peux réaliser, etc. Mais tous les jours, j'ai travaillé. Pendant le Covid, je suis parti à Roccavignale, en Italie, près de Savone, peindre une façade avec un maire, un jour, que j'ai rencontré. On m'emmène là-bas pour un festival de jazz dans un vieux château en ruine où je réalise un décor. Ce décor était éphémère, entre guillemets, pour cette soirée-là. Et à la fin de l'événement, le maire me dit: j'aime tellement le décor qu'il va dans la salle del Comune, dans la salle du conseil de la mairie. Et il me dit: j'aimerais qu'on refasse un truc. Et je lui dis: le jour où tu as un vrai projet, je viens. Et pendant le Covid, il m'a appelé, il m'a dit: est-ce que tu viendrais, je te donne la façade de ma mairie. Et donc j'ai fait une façade de 4 étages. C'était un gros morceau. J'ai réalisé une œuvre qui était assez intéressante parce que l'Italie est quand même marquée par cette période fasciste, etc. Et dans sa commune, dès que tu rentres, lui, il y a une inscription fasciste dans un mur. Et ce maire a une très grande ouverture, à savoir que Roccavignale, ça veut dire les vignes sur le rocher. Et en fait, ils ont recommencé une production viticole, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec un type qui s'appelle Simone et qui a une association d'insertion pour les migrants? Ils ont accueilli énormément de migrants dans leur commune, à qui ils ont donné un job, etc. Et j'ai fait une énorme façade, du coup, où tu te rappelles de la mire télévisuelle quand le signal était coupé. Je me rappelle très bien. J'ai fait une énorme mire étirée. Dessus, j'ai peint tous les continents du monde et j'ai invité chacun des migrants qui étaient sur cette commune à venir apposer sa main dans la peinture et la poser sur ce mur. La fresque s'appelait No Signal. Pourquoi ? Parce que cette mire-là nous rappelle d'avoir été coupés du monde. Et en fait, en même temps, c'était donner une visibilité et recréer du lien pour que les gens se rendent compte d'où viennent ces migrants. Parce que parfois, j'ai des fois des débats avec les gens parce que je pars du principe que si on immigre quelque part, c'est parce qu'on n'est plus bien chez soi et que c'est peut-être pour aller trouver quelque chose de mieux ailleurs. Et c'était intéressant en même temps parce que souvent en Italie, dans des petites communes, la mairie est aussi l'école primaire. Et en fait, cette mairie est une école primaire. Et donc le projet était sur un deuxième acte où ensuite on avait les enfants à qui on pouvait expliquer bien sûr. exactement ce chemin. Donc j'ai fait ça pendant le Covid. J'ai fait la façade de Saint-Exupéry à Saint-Raphaël, un mur de 25 mètres sur 5 mètres de haut. Et tout ça pendant le Covid. Tu as fait Strong Together aussi. J'ai fait Strong Together aussi pendant le Covid. Strong Together qui était l'expression de ralliement de tout Monaco en fait. À la base, il y a un copain à moi qui s'appelle Michael Mauduit, d'ailleurs que je salue. Qui travaille donc pour la SBM en tant que graphiste et qui m'a contacté, il m'a dit: bon Anto, est-ce que tu voudrais réaliser quelque chose, tout ça et tout. Et donc moi j'étais dans mon ancien atelier dans la serre et donc j'ai fait ce symbole qu'ensuite qui tout est Monaco devenu, s'est approprié. Qui est devenu on l'a vu sur des masques, on l'a vu sur plein de choses et en fait je pense que pour moi c'est encore rendre à Monaco ce qu'elle m'offre tous les jours. Et pour moi, c'est un honneur du fait d'avoir dessiné quelque chose qui est devenu un symbole de ralliement parce qu'on était tous, entre guillemets, isolés chez nous. Moi, j'étais isolé dans mon atelier. Mais c'était joli de se dire qu'on était tous rassemblés avec cette même cause de on est plus fort ensemble. Ça a été extrêmement fort d'ailleurs dans la communauté monégasque qui s'est ralliée sous la bannière Strong Together, si bien que il me semble qu'à la fin, vous avez fait avec les carabiniers le déploiement de la bannière, il me semble. Il y avait quelque chose, une surprise qui avait été orchestrée donc par les carabiniers pour la fête nationale. Et du coup, même moi, j'étais pas vraiment au courant parce qu'ils m'avaient demandé les fichiers originaux, etc. Et donc en fait, il demandait à beaucoup d'intervenants qui avaient œuvré pendant le Covid de se rassembler sous le chapiteau de Fontvieille. Il y avait une jeune artiste dont je me souviens plus le nom qui avait composé une musique. C'est Olivia. Exactement. Et en fait, les carabiniers, donc l'orchestre des carabiniers jouait cette partition-là, elle chantait, et on voyait tous ces intervenants qui venaient. Il y avait des soignants, il y avait le personnel de la SMA, il y avait des pompiers. Exact. Et c'était un moment fort aussi, ça.
Puis c'était chouette, c'était une jolie surprise, quoi. Bon, est-ce que tu t'es rendu compte, quand tu as peint Strong Together, est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais été aussi loin dans l'identité monégasque ? Pas du tout. Parce que tu sais que l'identité monégasque, c'est on est une famille, on est tous ensemble, Bien sûr. voilà. Est-ce que tu t'es pas rendu compte que tu allais aussi loin, que ça allait résonner autant à la communauté ? Non, en fait, premièrement, je suis pas monégasque, mais Non, après, enfin, mais par tu exemple, vis Monaco au je quotidien, vis quand même. Monaco. Non, parce que pour tout le monde, je le suis, et pour moi, ça fait pas de réelle différence dans le sens où je vis pour le drapeau. Ouais. Et la réalisation de ce Strong Together là. Au départ, c'est une réalisation. Je pensais pas que ça allait avoir cette résonance. Ouais. Quand je me lance dans des projets, je me dis pas. En fait, je le vois pas comme un événement, comme pourrait faire quelqu'un qui bosse dans la pub en se disant ça va marcher. C'est ça. Je le fais pour le faire parce que j'ai cette conviction là. Et après, en fait, c'est joli de voir Erwan avec les drones, avec. Ouais. Je trouve ça super. Ouais, parce que c'est allé loin dans les déclinaisons en fait. Hein. La Fondation Princesse Charlène a fait je sais plus combien de milliers de masques aussi qui ont été distribués aussi bien ici qu'en Afrique. C'est génial. Il y a quand même un moment où on doit te poser la question, on doit te dire qu'est-ce qui t'anime toi ? Parce que dans tous ces projets-là, bon, tu as parlé de tout ce que tu veux donner aux autres, mais qu'est-ce que tu te donnes à toi avec tout ça ? Alors je pense que dans mon enfance, il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué, d'où cette envie d'avoir fait, je dis pas des choses matérielles, mais des fois en fait, des choses simples, une attention particulière, etc. Des moments particuliers. Exactement, et je remercie du coup ma tante, qui est ma mère de cœur, parce que elle m'a donné une toute autre vision du monde. Et en fait, qu'est-ce qui est enrichissant pour moi aussi, c'est et si mon bonheur était d'en procurer aux autres, en fait. Je suis heureux de passer des instants avec ma famille, je suis le père le plus heureux du monde, j'ai un fils extraordinaire, ma femme est géniale. Forcément. Mais ce que je veux dire, c'est je passe des moments merveilleux comme ça, et puis parfois d'une simplicité banale, mais le bonheur réside dans l'instant, et ce qui me rend heureux, c'est de continuer à partager, et de continuer à faire des choses qui ont du sens pour moi, et peut-être de porter des valeurs qui sont importantes à mes yeux. Ça veut dire aussi que tu les choisis, ces valeurs, parce que tu dois être sollicité par des choses pour des choses que tu ne veux pas faire, ou pas, ou ça n'arrive jamais. Alors, le problème, c'est quand t'es sympa. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il a fallu, par exemple, que j'apprenne à dire non. Chaque année, je donne 20 œuvres originales pour des ventes aux enchères caritatives. D'accord ? Ouais. Ça peut être la lutte contre le sida, ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être les violences sur les femmes, ça peut être... je peux t'en citer, on peut parler encore une heure. Et des fois, j'ai des trucs un peu improbables. Oui, bonjour, c'est le club de boules de tel endroit. On voudrait une œuvre de vous pour la vendre, pour lever des fonds. En fait, j'ai rien contre les joueurs de pétanque. J'apprécie la pétanque aussi. Mais en fait, parfois, il y a des choses qui vont plus ou moins me toucher. Si mon père avait été un grand joueur de pétanque, peut-être que c'est une cause que j'aimerais soutenir. Mais en fait, parfois, c'est pas toi qui choisis les causes, c'est les causes qui viennent te choisir aussi. Aussi, ouais. Donc, parce que j'allais te parler de l'engagement pour les femmes, parce que les droits des femmes, c'est un engagement. Quand on est un homme, est-ce que tu es conscient que le fait qu'un homme s'engage pour les droits des femmes, ça a encore plus de poids que quand c'est une femme qui s'engage ? Il ne faut pas partir du principe que ça a plus de poids, parce qu'on a une égalité, donc dans le sens, le poids que tu vas avoir dans ton engagement et le mien, ça reste pour moi, on est égaux là-dessus. On l'est. Totalement. Et c'est pour moi, je pense que beaucoup plus d'hommes devraient se battre pour la condition des femmes. Aujourd'hui, je suis ravi quand tu te balades dans l'hôpital de Monaco, que ce projet qu'on ait fait en 2022, qui était cette Wonder Woman qu'on avait dévoilée au musée océanographique, soit à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on se rend compte aussi du côté des Wonder Woman. C'est-à-dire qu'on n'avait pas attendu que vous soyez mère, mais je pense que tous les hommes qui ont eu des enfants ont vu la force colossale et de super-héroïnes de nos compagnes qui ont mis nos enfants au monde.
et tout en continuant de travailler. Parce que autrefois, il y avait cette espèce de vision patriarcale, machiste, où voilà, la femme devait rester à la maison, s'occuper de la famille et tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, la femme, elle fait tout ce qu'elle faisait avant, mais en plus elle a son job. Et puis elle s'occupe de tout. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on était lors d'une discussion avec Benoît de Savelinge de l'hôpital, où elle me disait les femmes sont moins bien soignées que les hommes. Mais je lui disais pourquoi, et en fait elle me disait parce qu'elles ont tellement de choses entre guillemets dans leur planning qu'elles ne pensent pas à elles, elles pensent à tout ce qu'il y a autour avant de penser à elles. Et je trouve ça dommage. Parce qu'on a besoin de vous en forme et on a besoin que vous continuez de briller entre guillemets. Donc je pense qu'on devrait être beaucoup plus d'hommes à s'engager pour les femmes. Est-ce que c'est un truc que tu as eu le temps de dire à ta maman ou pas? Alors pour le coup, j'ai une vraie relation particulière avec ma maman. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pu dire à ma mère de cœur, ma mère d'adoption. Voilà. Mais il y a au moins des femmes à qui tu l'as dit. Je le dis encore. Bah ouais. Oui. Parce que c'est très important. Tout à l'heure, je te disais, est-ce que quand on est un homme, on se rend compte qu'on a plus de poids quand on s'engage qu'une femme pour les droits des femmes. Et là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu te rends compte de la force de la voix, du message qu'on donne? Parce que quand toi, tu t'engages pour faire des œuvres pour les droits des femmes, est-ce que tu te rends compte de la portée que ça va avoir? Sur le moment où tu réalises l'œuvre, tu t'en rends pas réellement compte, mais du fait de mobiliser par exemple 100 personnes du gouvernement, etc., avec des gens qui ont mon âge, ils peuvent avoir une certaine ouverture d'esprit. Des fois, tu vas travailler avec des gens qui sont plus âgés, avec un background qui n'est pas le même, parce qu'on a tous grandi avec des repères temporels qui sont différents. Et c'est là où je trouve que c'est encore plus important de continuer à faire de ces œuvres collectives-là, parce que on va ramener peut-être des gens qui sont d'une autre génération avec nous, donc on fait déjà un parallèle intergénérationnel, que tu sois homme ou femme, et on emmène tout le monde autour de la même table, avec entre guillemets les mêmes arbres qui sont des bombes de peinture, et pour véhiculer un message, qui est celui justement de continuer à défendre les droits des femmes. Est-ce que pour toi, l'artiste est obligatoirement un vecteur de communication, c'est-à-dire quelqu'un seul ou en collectif, mais qui doit promouvoir? En fait, artiste ou pas artiste, je pense qu'à partir du moment où on a un rapport avec le monde extérieur, avec le public, il faut avoir le courage de ses convictions, parce que beaucoup de gens pensent plein de choses, mais chacun dans leur coin, ou alors sur des blogs internet avec des pseudonymes. Être artiste, c'est... Sur X. Ouais, non, mais être artiste, c'est avoir, entre guillemets, pour moi, parce que je pars du principe que j'ai toujours un engagement, peu importe ce que je vais faire, c'est avoir le courage de ses convictions. Et à partir du moment où ces convictions-là sont mises à jour et deviennent publiques, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est ça, j'allais te dire, est-ce que c'est pas aussi une responsabilité? Parce que c'est... J'engage ma responsabilité, puisque je parle avec ma voix. Ouais. Et en fait, c'est pas parce que les gens ont participé à mon projet collectif que ce que je veux véhiculer, je leur fais endosser, entre guillemets, puisque la finalité de l'œuvre, c'est la mienne, puisque c'est moi qui la conceptualise, bien que chaque personne est un élément. Voilà. Exactement, puisque, comme je disais tout à l'heure par rapport à cette expo, chaque brique t'aide à te construire. Chaque personne apporte sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Et en fait, au travers de toutes ces petites toiles-là, je pars du principe que une petite toile pourrait être une pierre et que ensemble on pourra construire un monde plus beau. C'est plein d'espoir quand même. T'es positif? Il faut être que positif. Ouais. Il faut. Remarque, quand on est 7 mois sur un fauteuil roulant, on a intérêt à être positif, c'est sûr. Mais il faut toujours être positif. La vie, elle nous donne tellement d'épreuves et puis on a tellement de chance. Il faut se dire vraiment qu'on a beaucoup de chance. On vit pas sous les bombes en ce moment. Oui, non, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu as en tête là? C'est quoi les projets qui te plairaient aujourd'hui? Les projets qui me plairaient? Ouais. Déjà terminer complètement cet atelier-là, qui est ma vision de moi à 50 ans, mais j'ai pas encore les 40. Et de continuer de faire des projets pour des valeurs qui me sont chères. Ouais. C'est un luxe quand même, non? Comme je disais tout à l'heure, avoir le choix, c'est un luxe. Ouais. Et puis... travailler pour des causes qui nous font vibrer,
c'est même plus un luxe, c'est même plus un travail, c'est un plaisir dans le sens où il y a cette espèce de côté gratifiant de se dire qu'on va essayer de porter un drapeau de quelque chose auquel on croit en fait. Et c'est pour ça que je disais avoir le courage de ses convictions. Et pour moi, c'est vachement important ça. C'est toujours surprenant quand on entend quelqu'un parler d'avoir le courage de ses convictions, parce que moi j'ai plutôt l'impression que quand on a les convictions, c'est qu'on est courageux. Alors, je dirais oui et non, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de convictions mais qui ne les partagent pas avec les autres. Oui, bien sûr. En fait, quand j'entends avoir le courage de ses convictions, c'est les mettre à jour et les partager avec les autres aussi. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, oui. Ouais, parce qu'on a tous des convictions, on a tous des certitudes aussi. Oui. Mais rien n'est sûr. Des certitudes, c'est sûr. Qu'est-ce que tu auras envie d'enseigner à ton fils? Parce que quand tu dis partager les convictions, on commence à les partager avec ses enfants normalement. Hein. J'aimerais en faire un homme qui pense aux autres, qui pense aussi collectif. Parce que le problème de la société qui évolue, notamment au travers de toutes ces maladies des écrans qu'on peut avoir, c'est qu'on est face à des jeunes adultes, quand je vais dans des écoles, où on est de plus en plus centré vers soi, son apparence, moi. C'est un peu les réseaux sociaux, ça. Hein. D'où c'est cette expo Reality Show de 2017 où en fait je démontais entre guillemets, j'avais fait un iPhone géant où quand on appuyait sur cet écran noir, l'écran s'ouvrait et derrière on était emprisonné dans une petite prison de briques de miroir où on se voyait que soi dans des murs. Et cette installation, j'avais appelé ça le Selfish Store, le magasin de l'égoïsme. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant, puisque le téléphone à la base est un outil de partage. Mais dans la vraie vie, quand tu es sur ton téléphone, t'es pas avec les gens qui sont autour de toi. Et c'est pas une pierre que je jette aux autres, parce que parfois ça peut m'arriver d'être sur mon canapé et d'être sur mon téléphone alors que j'ai ma femme à côté, mais c'est devenu un virus. Et encore, moi j'ai bientôt 40 ans. Mais quand je regarde la nouvelle génération qui arrive... C'est plus que nous, oui. Mais en fait, les gosses sont tous fous de TikTok, de ci, de ça, de là. J'espère que je réussirai à faire en sorte que mon fils soit ouvert sur le monde dans lequel il vit et sur les autres. Voilà, si j'ai quelque chose à faire avec ma chère et tendre compagne, ça sera ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Qu'on continue de rêver ensemble. Ah ouais, pourquoi pas ? Le rêve, c'est quand même le meilleur outil de construire l'avenir, pour construire l'avenir. Oui, et puis on dit toujours que vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Et du coup, je rêve éveillé depuis 2011. Écoute, bravo en tout cas. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous pour la prochaine œuvre collective. Déjà. Et si tu veux venir manger des pâtes à Dolcea, je t'emmène. Ce sera volontiers. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Et merci à Monaco Info. Merci.